Des histoires de vaisseaux fantômes ou d'équipages disparus, l'histoire en compte bon nombre. Et d'ailleurs, l'une de ces légendes maritimes les plus célèbres est probablement celle du Hollandais volant. Le Hollandais volant serait apparu pour la première fois au XVIIIe siècle. On prêtait à Bernard Focke, un capitaine de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales, des pouvoirs surnaturels, lui permettant de rejoindre l'Asie en 3 mois seulement. Le Hollandais volant serait pour d'autres un capitaine nommé Van der Decken. Mais ce qui est certain, c'est que cette histoire a trouvé écho dans la littérature et la presse des XVIIIe et XIXe siècles. Et il faudra en effet attendre 1821 pour que prenne forme la légende telle qu'on la connaît aujourd'hui. Les légendes de vaisseaux fantômes font leur petit bonhomme de chemin et continuent aujourd'hui d'alimenter l'imaginaire collectif. En 1947, un cargo du nom d'Ourang Medan aurait été découvert avec à son bord l'entièreté de l'équipage mort. Mais le manque de sources concernant cette affaire font penser à un canular, une légende des mers. Selon un document déclassifié de la CIA ainsi que d'un article du journal des locomotifs, publication basée aux Indes néerlandaises, au 19e et 20e siècle, le SS Orang Medan aurait été retrouvé en 1948 dans les eaux indonésiennes. D'ailleurs, cette histoire d'Orang Medan, c'est un peu notre Hollandais volant moderne dans le sens où cette légende a été reprise plusieurs fois dans la culture populaire, notamment dans la série des années 90 culte X-Files, n'est-ce pas? Série de SF et de fantastique que je vous conseille. Regardez cette série, regardez-la. Regardez-la. Et en gros, dans X-Files, donc il y a un épisode où effectivement Scully et Mulder se retrouvent à bord d'un vaisseau fantôme. Il se passe des trucs, des trucs bizarres quoi. Plus proche de nous, il y a un jeu vidéo qui est sorti en 2019 qui s'appelle Man of Medan, qui reprend basiquement le pitch de cette légende, des gens qui se retrouvent à bord d'un vaisseau fantôme, comme ça, d'un mystérieux bateau, d'un mystérieux navire, à bord duquel se passent des choses absolument étranges. Donc c'est un peu le même délire. Donc, c'est un jeu d'horreur développé par Supermassive Games, studio britannique, je tiens à le préciser quand même. SO Supermassive Games. Et voilà. Puis mon coloc fait du bruit à côté. Je crois qu'il tape sur une assiette. Ou alors il tape sur la poubelle, je ne sais pas. Après avoir reçu un SOS étrange indiquant que tout l'équipage était mort, 2 navires, un Britannique et un Néerlandais, se lancent au secours du cargo. À bord, ils auraient retrouvé l'équipage sans vie, décédé dans d'étranges circonstances. Mais la CIA et un journal basé aux Indes néerlandaises au 19e et 20e siècle peuvent tout à fait se tromper, ce qui fait qu'aujourd'hui encore, cette histoire, bien qu'intrigante, est considérée beaucoup comme un canular. Effectivement. C'est triste. Donc effectivement, cette histoire d'Orang Medan, elle est bizarre parce qu'on n'a pas de véritable trace du bateau. C'est-à-dire qu'il n'est pas présent dans les registres de la société à laquelle il devait faire partie. Et qui plus est, le fameux document de la CIA, il dit pas grand-chose, quoi. Il raconte juste l'histoire, la même histoire qu'on a entendue dans les journaux, qu'on peut lire sur Wikipédia, qu'on peut lire un peu partout. Ça apporte rien. C'est un document qui a été déclassifié en 2003 en même temps que plein d'autres documents, donc c'est un truc parmi tant d'autres. Prendre ça comme une preuve, c'est pas suffisant, c'est pas une preuve. Il dit juste qu'il y a eu un message bizarre de la part du bateau à une certaine date, mais encore une fois, il précise pas vraiment la date. Un SOS est venu du SS Orang Medan. C'est l'histoire qu'on peut lire un peu partout, donc il n'y a pas de précision à apporter. Du coup, ça n'a pas de valeur de preuve, ce document-là. Encore moins un article de journal, du coup. Voilà, il n'y a pas de... Voilà. Donc là, il y a un autre truc qui me fait douter, c'est que je viens de trouver une coupure de presse qui date de, visiblement, novembre 1940, où on parle de la même histoire, dont on parle 8 ans plus tard dans les journaux, et d'ailleurs, le 1948, c'est la date qui est citée dans le fameux rapport, le fameux mémo de la CIA qui tient pas la route, quoi. Donc, cette histoire ne tient pas la route. Je pense à une légende, sérieusement, quoi. Je pense que c'est clair. Ceci dit, l'histoire qui nous intéresse est-elle bien réelle? En novembre 1872, un convoi maritime de marchandises composé de 2 brigantins, le Dei Gracia et la Marie Céleste, font cap vers Gibraltar. À la tête du Dei Gracia, on trouve le capitaine Morehouse, originaire de Nouvelle-Écosse, et sur la Marie Céleste, c'est Benjamin Briggs qui donne les ordres.
originaire également de Nouvelle-Écosse. En début d'après-midi, le 4 décembre, alors que le Dei Gracia se trouve non loin des Açores, le timonier repère quelque chose à environ 5000 marins du navire, soit une dizaine de kilomètres. En y regardant de plus près, Morehouse constate qu'il s'agit d'un autre navire qui s'approche d'eux. Quelque chose cependant retient son attention. L'autre navire a une trajectoire erratique, et pendant un temps, il cherchera à établir le contact avec son équipage. Après quelques tentatives de communication infructueuses, David Morehouse décide d'envoyer son second, Olivier Deveau, accompagné de quelques hommes, explorer le navire. Lorsque ces derniers montent à bord du navire, qui n'est autre que la Marie Céleste, ils sont témoins d'un étrange spectacle. Le pont est désert. Personne n'a l'air d'être à bord. Deveau et ses hommes ont embarqué sur un navire fantôme. Les voiles sont soit manquantes, soit délabrées, 2 écoutilles manquent à l'appel, ainsi que l'embarcation de sauvetage, et la cale est inondée sur plus d'1 mètre. Mais la plus troublante découverte est celle du journal de bord du capitaine Briggs. La dernière entrée date du 25 novembre au matin, soit presque 10 jours avant la découverte de la Marie Céleste. Dans son journal, le capitaine Briggs note la position du navire à près de 750 km au sud-ouest de sa position actuelle. Deveau, de retour à bord du Dei Gracia, fait part de sa découverte au capitaine Morehouse, et ce dernier décide, ni une ni deux, de rapatrier la Marie Céleste à Gibraltar, sa destination d'origine, afin, dit-on, de pouvoir bénéficier de la prime attribuée à ceux qui découvrent une épave. La chasse aux épaves, c'est effectivement une activité qui, à l'époque d'autant plus, pouvait rapporter gros, et cela en raison du caractère plus ou moins précieux d'une cargaison d'un bateau qu'on aurait retrouvé. Là, pour le coup, capitaine Morehouse, il a même pas eu besoin d'avoir à plonger pour retrouver l'épave. Il a juste eu à regarder la mer, quoi. Enfin, le bateau flottait, donc c'était facile pour lui. Et donc c'est pour ça qu'on dit qu'il a ramené la Marie Céleste à bon port. Mais qu'est-il arrivé à l'équipage de la Marie Céleste ? Où sont passés Briggs, sa femme, sa fille, son second, l'officier Richardson, ainsi que les 6 autres marins ? Comment 10 personnes ont-elles pu se volatiliser en pleine mer sans laisser aucune trace ? À Gibraltar, enclave britannique et porte d'entrée de la Méditerranée, c'est le procureur de Sa Majesté Frédéric Solly-Flood qui s'occupe d'enquêter sur le dossier. Flood est quelqu'un dont on dira qu'il est extrêmement opiniâtre. Quand il a une idée en tête, rien ne peut l'en faire démordre. C'est ainsi qu'après avoir écouté les témoignages de Morehouse et de l'adjoint de Deveau, le procureur est convaincu qu'un crime a été commis. Les enquêteurs qui examinent la Marie Céleste y trouvent ce qui semble être des traces de sang sur le sabre de Briggs, ainsi que des éraflures sur la coque au niveau de la proue, preuve selon eux d'un sabotage. Ces observations seront confirmées plus tard par des enquêteurs de la Royal Navy. Fin janvier 1873, Solly-Flood remet son rapport. Dans sa conclusion, il évoque une mutinerie qui se serait produite après que les marins eurent consommé l'alcool dans la cave. Ivres, ils auraient alors assassiné Briggs et sa famille avant de prendre la fuite à bord de la chaloupe. Solly-Flood doutait également du bien fondé et de l'honnêteté de Morehouse et Deveau. Selon lui, il était improbable que la Marie Céleste ait pu naviguer sans personne à son bord sur plus de 700 km. Cependant, quelque chose cloche. Solly-Flood a omis certains détails et quelques aspects de l'enquête ont été survolés. Le 25 février, Solly-Flood libère la Marie Céleste. Ses conclusions ont été balayées par des analyses scientifiques qui ont prouvé que le sang sur le sabre de Briggs n'était que de la rouille et que les entailles sur la proue du bateau avaient été causées naturellement par la mer. Plusieurs hypothèses ont été émises afin d'expliquer ce qui est arrivé à la Marie Céleste. Ça et là, on évoque la piste criminelle, notamment une fraude à l'assurance de la part du propriétaire, John Winchester. La piste de pirates particulièrement actifs durant la décennie 70 a également été explorée, mais a vite été réfutée en raison du caractère encore intact de la cargaison et des objets de valeur à bord du navire. On dit également que Morehouse et Briggs auraient fomenté toute l'affaire, organisant une escroquerie à large échelle afin de tirer profit des primes d'assurance, mais c'était oublié que Briggs, copropriétaire du navire, aurait eu beaucoup plus à perdre dans un tel cas. Pour beaucoup, une chose est quasi certaine cependant, c'est que l'équipage de la Marie Céleste
a probablement embarqué à bord de la chaloupe afin de fuir quelque chose. On évoque une trompe d'eau, une sorte de petite tornade maritime qui aurait frappé le navire, ce qui pourrait expliquer effectivement la présence d'eau dans la cale, le caractère délabré des voiles et les écoutilles manquantes sur le pont. Alors à la base, ça devait être un passage en voix off, mais je le fais comme ça parce que je sais pas comment l'illustrer, tout simplement. En gros, en 1886, il y a un journal qui s'intitule le New York World qui, dans ses colonnes, émet l'hypothèse que peut-être Briggs, sa famille et son équipage ont eu peur. Peur à cause d'émanations provoquées par l'alcool stocké dans la cale, qui était donc la cargaison de la Marie Céleste. C'était ce que le bateau devait livrer à Gibraltar. Et du coup, il serait parti à bord du canot de sauvetage. Donc voilà, c'est juste une hypothèse, mais je tenais quand même à en parler parce que elle est intéressante quelque part. Après voilà, ça a été écrit dans un journal que j'ai même pas retrouvé, mais j'ai pu y lire quelques références dans des bouquins que j'ai lus pour la préparation de cette vidéo. Donc voilà, et ça me permet en plus de basculer sur la transition pour finir la vidéo. Donc, c'est pas plus mal. Une évacuation à la va-vite et dans un climat de panique probablement qui aurait mené à ce que l'embarcation de sauvetage se perde en mer. Quoi qu'il en soit, la cause de l'abandon de la Marie Céleste reste aujourd'hui assez obscure. Elle a cependant entraîné bon nombre de récits, de fantasmes autour de cette légende des mers. Des articles romancés du Los Angeles Times évoquant un navire intact aux premières œuvres du romancier Arthur Conan Doyle, beaucoup d'écrits et de mythes ont envahi la culture populaire, occultant, probablement sans le vouloir, un drame humain, la disparition de 10 personnes en pleine mer, un jour de novembre 1872. Durant 15 ans après ce drame, la Marie Céleste continua de voguer sur les mers du globe. Le navire passe alors entre les mains d'hommes d'affaires de la côte Est, de New York à Boston. En 1885, la Marie Céleste est échouée volontairement au large des côtes d'Haïti par un capitaine peu scrupuleux, qui comptait revendre une partie de la marchandise et récupérer l'argent de la marchandise assurée. Une fin pour le moins ironique pour un navire fantôme dont l'histoire hante désormais la mer qui à elle seule détient la clé du mystère quant à ce qui a emporté l'équipage du capitaine Briggs ce jour de novembre 1872. Voilà, j'espère que ça vous a plu, cette vidéo de reprise un petit peu sur la chaîne. Ça fait un an que j'avais rien sorti. Je suis vraiment désolé pour les gens qui attendaient à ce que sorte un épisode de Radar, mais j'ai clairement dû repousser l'écriture pour des raisons de santé. Ça, c'est voilà. Il y a d'autres vidéos qui viendront, bien évidemment. D'ici là, si vraiment vous pouvez pas vous passer de moi, vous pouvez nous rejoindre sur Twitch. On est là quasiment tous les jours. Twitch.tv/MrChunks. Vous pouvez retrouver le lien dans la description, bien évidemment. Et puis voilà, mais vous me dites ce que vous en pensez de ce format de vidéo, si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, s'il y a des trucs à revoir, s'il y a des trucs à refaire, si je suis passé sur des détails trop rapidement, les critiques, moi je suis ouvert, y a pas de problème, tant que ça reste dans le respect de l'humain. Puis voilà. Non, puis il faut dire qu'il y a certains commentaires, des fois c'est désobligeant. C'est désobligeant, on n'a pas tout le temps envie de répondre à des questions. Et voilà quoi.